Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. Deux sujets bien sûr pour chaque rendez-vous. Nous allons parler famille et surtout peut-être des mamans. Mes enfants me bouffent, qu'est-ce que ça cache? Des spécialistes nous diront comment s'en sortir dans un instant. Ensuite on va parler chirurgie, plus précisément communément appelé le bec de lièvre. C'est ce qu'on appelle les fentes palatines avec Dr Wafa Mradmi, chirurgien, sera avec nous en fin d'émission. A tout de suite pour les détails. Mes enfants me bouffent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça cache? Un dysfonctionnement? On ne sait pas trop faire. Est-ce que c'est plutôt les mamans ou les papas ou les parents qui s'en plaignent? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions à nos spécialistes. Madame Amel Hassoun, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Yasmine et merci de l'accueil. Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit, madame. Vous êtes formatrice certifiée en discipline positive. Sabrine Gdira, bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes spécialiste de la petite enfance. Oui. Et bien sûr, Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes psychologue clinicienne. Mesdames, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de cette thématique. Alors justement, on va commencer par un tour de table. Est-ce que c'est une question que vous entendez en tant que spécialiste? Amel Hassoun, mes enfants me bouffent. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce qu'on vous le dit? Clairement, ils me bouffent. Peut-être que c'est pas le mot qu'ils utilisent, mais très souvent, les parents viennent, ils se plaignent, ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils sont dans un burn-out sans comprendre exactement tout ce qui se passe. Mais de plus en plus, on a des parents qui viennent en consultation parce qu'ils se sentent débordés, dépassés, ne sachant plus comment faire ni quoi faire avec les enfants. Oui, il y a de plus en plus de parents qui consultent. Sabrine Gdira, pour vous? Je suis tout à fait d'accord. Je vois de plus en plus de mamans qui sont complètement débordées. Elles culpabilisent aussi parce qu'elles n'arrivent pas à avoir le résultat qu'elles voudraient obtenir avec leur enfant. Donc elles culpabilisent parce qu'elles se demandent si le problème vient d'elles, vient du couple. En même temps, elles ne laissent pas forcément la place au papa parce qu'elles veulent tout gérer. Et donc, voilà, on est souvent confronté à ce genre de problématiques. Souvent confronté à ce genre de problématiques, oui. Venant de la maman, vous dites? Venant de la maman, oui. Surtout. Camélia Zakaria, justement, est-ce que vous vous retrouvez, de par votre expérience, dans ce que disaient Amel et Sabrine, est-ce que les mamans, surtout, viennent se plaindre? Est-ce que les parents viennent se plaindre? Est-ce qu'ils utilisent, au bout d'un moment, cette expression « mes enfants me bouffent » ? Très bien. Alors non, je dirais qu'en consultation psychologique, la symptomatologie est assez différente. Elles viennent généralement, le couple, viennent généralement parce qu'ils ont des difficultés, soit de couple, soit des difficultés en termes de guidance parentale, mais se l'avouer et dire véritablement que justement mon enfant me bouffe, ça reste quand même un terme assez tabou, dans un idéal maternel qu'on nous a inculqué. Donc ça reste quand même assez particulier, assez tabou et intime pour dire que nos enfants nous bouffent ou je vis une véritable descente aux enfers avec mes enfants. Donc la symptomatologie va être assez différente, ça va être masqué, mais in fine, on y arrive. In fine, on y arrive. Alors justement, est-ce que c'est un titre un petit peu choc qu'on a choisi aujourd'hui en mettant « mes enfants me bouffent » ? Est-ce que pour vous, en tant que spécialiste, en tant que psychologue, c'est choquant pour les parents qui nous regardent? J'espère que non, c'est pas choquant. Au contraire, je pense que c'est une véritable réalité. On est loin du mythe qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mamans qui se sentent véritablement dépassées, soit par manque de soutien, soit parce que géographiquement elles sont loin de leur famille, mais en tout cas, qu'elles soient mères au foyer ou qu'elles combinent deux fonctions, celle de travailler à l'extérieur et de travailler aussi à la maison, parce que être femme au foyer, c'est aussi une fonction et un métier à part entière. C'est qu'aujourd'hui, j'espère pouvoir sensibiliser le maximum de personnes que c'est une réalité, qu'il y a une souffrance, que ça existe et qu'il faut justement une levée d'inhibition par rapport à ce trouble. Et ne pas en avoir honte? Non, du tout. Absolument. Sabrine, justement, on va commencer par la toute petite enfance. Oui. Vous travaillez dans une crèche, vous côtoyez les plus petits. Voilà, qu'est-ce que vous constatez? Comment ça se manifeste? Alors, souvent, on est confronté à des mamans, donc en général elles sont mamans pour la première fois. Ouais. Elles découvrent ce métier qui est, comme disait Camélia, c'est un métier à part entière. On accueille cet enfant sans mode d'emploi dans le berceau. Il n'y a pas un guide qu'on peut acheter, qu'on peut lire, qu'on peut appliquer et ça va marcher à tous les coups. Chaque enfant est différent, donc chaque maman effectivement fait de son mieux.
C'est ce qu'il faut garder en tête. Il faut surtout pas que la maman culpabilise. Après, de se l'avouer. Mais comment ça se manifeste, par exemple, en termes de comportement de l'enfant? Tout bêtement, voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, c'est dans les actes de la vie quotidienne. Déjà, premièrement, la maman a toujours un peu peur que son enfant arrête de l'aimer, cesse de l'aimer. Donc, elle va être plus dans la séduction que dans l'éducation. Ce qui est beaucoup plus facile, en fait, de séduire un enfant que de l'éduquer. Par exemple? Donc, on donne des exemples pour que les téléspectateurs puissent se retrouver. De la vie quotidienne, un enfant va faire un caprice, il est au supermarché, il veut un jouet. Au lieu d'être ferme et de lui expliquer que non, ce n'est pas le moment d'avoir un jouet, qu'il aura un jouet plus tard quand elle l'aura décidé, elle va avoir peur que l'enfant lui dise « Ah ben je t'aime plus, t'es plus ma mère, t'es pas gentil ». Et donc elle va céder à ce caprice et elle va lui acheter le jouet, déjà pour qu'il ne cesse pas de l'aimer. Ensuite, parce que... Et ça, par exemple, vous le voyez à la crèche déjà, clairement, chez les plus petits? Mets ton manteau, non. Alors la maman déjà, il y a les autres mamans à côté, donc elles vont pas forcément vouloir avoir une altercation avec leur enfant devant d'autres personnes, donc elles vont essayer de masquer, elles vont essayer d'avoir, elles vont avoir honte. Alors que déjà ce qu'il faut se dire, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que les autres mamans, elles réussissent pas mieux avec leurs enfants. Ça déjà c'est quelque chose que toutes les mamans doivent savoir. Et ces enfants qui disent non, c'est quel âge? 1 an, 2 ans? C'est-à-dire que ça commence très tôt? Entre 16 mois et 3 ans et demi en général, on a une phase d'opposition. Donc l'enfant, il se cherche, il se découvre. Avant ça, il était il était une prolongation de sa maman. Puis vers 16 mois, il comprend que c'est une personne à part entière. Et donc le non ne veut pas forcément dire non parce qu'il risque de dire oui après. C'est juste qu'il commence à comprendre que c'est une personne à part entière. Donc comme dans mon cas, on est avec des enfants de 8h du matin à 17h, on les voit vraiment dans leur environnement, on les voit vraiment dans la vie de tous les jours. Et on voit que les mamans sont tellement impliquées émotionnellement que finalement, elles n'arrivent pas à gérer, elles n'arrivent pas à dire non, elles n'arrivent pas à... La plupart des mamans? La plupart des mamans. Vous l'avez dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Ça, c'est déjà un premier message à passer aux mamans qui nous regardent. Et nous, on a beaucoup plus de recul parce qu'on est moins impliqués émotionnellement, parce que ce n'est pas nos enfants, qu'on est là pour leur bien, parce qu'en général, quand on fait ce métier, c'est qu'on aime profondément les enfants, parce qu'il faut avoir beaucoup de patience. Absolument. Il faut, quand on a 30 enfants dans une classe, c'est pas forcément évident tout le temps, mais on est là pour leur bien. Et le fait de se mettre à leur niveau, de les regarder dans les yeux, de leur dire avec fermeté non, mais de leur expliquer aussi pourquoi. Parce qu'il faut aussi que ces petits, ils apprennent pas, il ne faut pas qu'ils soient soumis. D'accord, on va y aller petit à petit dans la résolution, mais on va voir aussi l'expression de ce mal-être avec vous, Amel, chez des enfants un peu plus grands. Les plus grands, les adolescents, parce que vous les côtoyez aussi à l'école, vous. Oui, moi j'ai envie de dire que le titre est formidable parce que ça va déculpabiliser, parce qu'on n'ose pas se l'avouer. Des fois, on en a marre de nos enfants, on en a ras-le-bol, mais on n'ose pas le dire. Ben voilà. On peut en avoir mal, on peut en avoir ras-le-bol et c'est OK. Et se l'avouer. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Parce que le rôle de parent est compliqué, comme l'ont dit Sophia et Sabrine. Rita et Camélia, on va y arriver. Camélia et Sabrine. C'est vraiment un métier compliqué. On se retrouve en train de concilier entre le travail, la vie de famille, on se retrouve avec plusieurs casquettes déjà. Bien sûr, on est conjoint, on reste les enfants de nos parents. Donc, il y a tellement de contraintes qu'on a des charges très lourdes sur les épaules. Alors, bien sûr, en tant que parent, on devient chauffeur, cuisinier, tous les rôles, médecin, infirmière, tout au psychologue, on devient tout. Donc, c'est énorme. Alors, ces enfants-là, bien sûr, petits, comme l'a dit Sabrine, bon, c'est à un niveau, voilà. Et ça commence très tôt, hein. Ça commence très tôt. Quand ils trouvent la brèche, oui. ils n'hésitent pas. Déjà, c'est énorme comme travail. Et puis, si on leur offre et si on laisse ces brèches, bien sûr, ils vont s'étaler comme il faut. Alors, bien sûr, si on n'a pas mis les règles dans la petite enfance, on risque de se retrouver avec... alors, à l'adolescence, on sait déjà que c'est pas tout à fait simple. C'est une phase d'opposition. Mais si, en plus, les règles n'ont pas été claires, si on n'a pas appris à prendre de soi, à mettre
mettre des limites, eh ben forcément, on est phagocyté. Moi, j'ai eu, il y a 2 jours en consultation, un papa qui me disait, mais nous sommes au bord du divorce, ma femme et moi, parce que ça ne va pas. Notre enfant, il n'obéit pas, il fait pas ceci, et ben chacun se rejette sur l'autre la responsabilité. Ils comprennent pas, ils manquent de compétences parentales, et donc ils sont complètement démunis et ils pensent que la solution, ça serait de se séparer pour arrêter et faire cesser ces comportements, alors que l'enfant est en train de se développer, il a des besoins, il faudrait les comprendre, il faudrait les accompagner, mettre des limites, mais les parents, en général, il y a la culpabilité dans notre société. On pense que dès qu'on a un enfant, notre mission est de tout donner. Mais alors là, tout sans compter. Et si on ne donne pas, on n'est pas bonne mère ou bon père. Et donc, ça, il faudrait que ça change un petit peu dans nos mentalités. D'où le titre, j'apprécie beaucoup. Merci, Amel. Alors justement, je reviens vers vous, Camélia. Le problème vient d'où? Vient de l'enfant ou vient des parents? En fait, il n'y a pas véritablement de problème. On va dire qu'il y a différentes... Le dysfonctionnement. Ou de perception. On va dire différentes perceptions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand on se met en couple et qu'on décide d'avoir un enfant, la maman et le couple, de manière générale, vont passer par différents étapes psychologiques. À savoir, l'enfant désiré. Déjà, je désire avoir un enfant. Ensuite, l'enfant fantasmé. Une fois qu'il y a grossesse. Donc l'enfant fantasmé, l'enfant imaginé et par ricochet, même la mère que je vais devenir. Et par la suite, donc il y a l'enfant réel. Donc enfant désiré, fantasmé, enfant réel. Donc l'enfant réel, très souvent, ça s'accompagne avec une autre image qui est la mienne en tant que mère. J'ai envie d'être comme ci, comme ça, etc. Alors comment justement on y arrive avec cette notion d'épuisement maternel où mes enfants me bouffent? C'est qu'à partir d'1 an, quand les petits commencent à marcher, on le retrouve très souvent avec des mamans qui ont des enfants en bas âge, 1 ou 2, et qui manquent encore une fois soit de soutien par rapport au conjoint ou parce qu'elles sont loin de manière géographique. Et donc on voit qu'il va y avoir une fatigue qui va commencer à s'installer de manière progressive et de manière permanente aussi. Donc c'est des mamans qui vont être de plus en plus fatiguées. Les nuits répétitives sans sommeil s'enchaînent, donc elles commencent à crier, elles sont frustrées, elles sont épuisées et par ricochet, donc il va y avoir une relation qui va devenir de plus en plus toxique, non seulement avec les enfants, mais aussi avec leur conjoint. Et ce qu'on remarque aussi, parce que Sabrine et Amel ont parlé de culpabilité à plusieurs reprises, c'est qu'effectivement ces mamans vont se retrouver dans une certaine ambivalence des sentiments. À la fois, quand les enfants dorment, elles adorent leur bout de chou, mais elles se transforment aussi en monstres quand justement leurs enfants sont réveillés. Parce que c'est pas toujours facile, et il faut se le dire, d'être là, d'être maman, de surveiller celui qui est aux toilettes, de celui qui a peut-être cassé l'assiette. On n'a plus la possibilité de prendre du recul par rapport à la situation, puisque cette fatigue vient en même temps flouter le bon raisonnement, le bon sens. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le même sentiment d'accomplissement de soi comme celui qu'on pourrait avoir quand on travaille à l'extérieur, dans le sens où quand on est salarié, on fait un travail, on est félicité, etc. Alors que la fonction maternelle, elle est rarement reconnue, ou par exemple, quand je suis chez moi et que je passe la serpillière ou autre, 10 minutes après, puisqu'il y a des gamins, puisqu'il y a des enfants, 10 minutes après, ce que j'ai fait, je passe la serpillière ou le parterre, je me retrouve avec un parterre qui est encore une fois sali, etc. Donc je n'ai même pas le temps de profiter de cet accomplissement et avoir des bénéfices positifs de ce que j'ai fait. Donc la fonction maternelle, rarement reconnue, va de plus en plus s'enchaîner avec un épuisement permanent qui amène justement à la critique, aux cris, aux pleurs, mais aussi à un sentiment de culpabilité de plus en plus grand. Ok, mais en même temps, quand on est dans cette situation, il y a aussi peut-être, je vous pose la question, un dysfonctionnement au niveau du couple. Parce que si on arrive à cette fatigue, si on arrive à cet épuisement, c'est que c'est dans un seul sens uniquement, Camélia. Mais très souvent, on remarque que les conjoints sont aux antipodes de ce que vivent leurs femmes. Et donc, en plus de ça, c'est quand même une position assez confortable de rentrer à la fin de la journée. C'est comme ça que rentre le conjoint. Il rentre à la fin de la journée. Il peut se permettre de critiquer, de se dire qu'effectivement la vaisselle n'a pas été faite. Et moi, en tant que mère, je peux me dire, j'ai le sentiment d'avoir couru toute la journée et au final de ne pas avoir fait grand-chose. Et c'est là justement qu'il va y avoir un double impact négatif sur le psychisme et c'est ce qu'on appelle justement l'épuisement maternel. Absolument. Et ça, c'est aujourd'hui scientifiquement reconnu. Reconnu. Ça, il faut que les mamans le sachent. Et prouvé. Éprouvé, l'épuisement maternel, absolument. Justement, Sabrine, les papas dans tout ça, au niveau de la toute petite enfance, dans une crèche par exemple, qui c'est qui est le plus confronté aux petits? C'est les mamans, c'est les papas? Qui c'est qui est le plus confronté à ces fameuses réactions négatives des enfants? Les papas ou les mamans? Alors, déjà, qui sait mieux faire? Alors déjà,
Dans le sens qu'il s'en sort mieux. Oui. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir que d'un point de vue historique, le rôle du papa a beaucoup changé dans l'éducation de l'enfant. Avant, le papa, il avait le rôle du patriarche, celui qui avait les règles, celui qui incarnait l'autorité, celui dont tout le monde avait un peu peur. Aujourd'hui, avant, il était impossible de penser qu'un papa assiste à l'accouchement, par exemple. Aujourd'hui, il est tout à fait, entre guillemets, normal. Une femme attend de son mari qu'elle soit là en salle d'accouchement, qu'il soit là en salle d'accouchement, qu'il fasse même du pot à pot juste après la naissance du bébé, etc. Donc déjà, il y a une autre approche de la paternité. Ensuite, il faut savoir que le rôle du papa est un rôle très important et on oublie souvent son importance, et surtout dans la vie de tous les jours. Parfois, parce que le papa se met lui-même en retrait, il dit, bon, ça c'est une affaire de femme, moi je ne sais pas trop gérer, donc je vais la laisser elle gérer, pensant bien faire au final. Parce qu'il se dit, ma femme va mieux savoir gérer que moi, donc je vais me mettre un peu en retrait. Parfois, comme je disais au début, la maman ne lui laisse pas la place. Déjà parce qu'elle a un rôle très extraordinaire avec son enfant, de par le fait qu'elle l'a porté pendant 9 mois. Donc, elle a un contact avec son enfant qui est privilégié, et donc elle va, sans s'en rendre compte, un peu éloigner le papa. Donc déjà, avant de parler de la crèche, il faut vraiment que chacune des personnes du couple trouve sa place par rapport à l'éducation de l'enfant. Ensuite, au niveau de la crèche... Parce que les failles peuvent s'installer très voilà, vite, justement. Vite, exactement. Les failles au niveau du couple, au niveau exactement. de l'orientation, de l'éducation aussi. Il faut que déjà les parents se mettent d'accord sur le type d'éducation qu'ils veulent avoir et que surtout en face de l'enfant, ils tiennent toujours le même discours. Il ne faut pas se décrédibiliser les uns les autres en face de l'enfant. Le premier qui remarque la bêtise réagit, puis si l'autre personne n'est pas d'accord, jamais devant l'enfant, toujours en aparté. Ensuite, du point de vue de la crèche, donc de la vie de tous les jours, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où la maman vient tous les jours chercher son enfant, l'amène, le papa inexistant. Donc, personnellement, de par mon expérience, je pense que ce n'est pas un cas de figure qui est très approprié, qui est très bénéfique, que ce soit pour la maman, pour l'enfant et même pour le papa. Ensuite, on va voir le papa qui est super impliqué. On voit que les rôles sont clairement départagés. Le papa l'amène à 8 h, la maman vient à midi. Personnellement, encore une fois, je remarque que l'enfant est beaucoup plus équilibré et on le sent dans sa manière de réagir, dans sa manière d'agir avec les autres, d'agir avec nous. On sent un enfant qui est cadré, comparément à un enfant qui est un peu sans limite. Et ensuite, on va voir le papa qui vient, mais de temps en temps. Donc, quand il a un moment, quand il peut, il l'amène. C'est le bonus. C'est le bonus. Bonus pour l'enfant. Voilà. Papa vient le chercher à l'école. C'est tout le temps maman, mais parfois on voit papa, donc on est super content. Alors, soit que l'enfant, comme c'est le papa et qu'il vient jamais, il va essayer de le faire, entre guillemets, c'est pas volontaire, mais inconsciemment le culpabiliser. Donc, il va un peu chouiner, il va pleurer au moment du départ, il va... Soit que l'enfant va être tellement content que le papa fasse le déplacement, qu'au contraire, ça va beaucoup mieux se passer que la maman. Surtout que la maman culpabilise beaucoup de laisser son enfant partir. Parfois, elle pense que l'enfant est mal à la crèche, elle a du mal à la laisser partir, alors qu'au final, c'est elle qui est mal, c'est pas son enfant. Ça c'est peut-être aussi un sujet à part entière à traiter. Mais alors justement, Amel, pour vous, est-ce que c'est un problème de couple ou plutôt un problème d'autorité parentale, dès le départ? Alors, c'est vrai que ça va dépendre de la place que va occuper le père au départ, parce que il y a des papas qui vont vouloir prendre cette place et il y a des mamans qui vont laisser cette place. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que quand les papas décident de mettre la main à la pâte, même s'ils ne sont pas parfaits, on les trouve géniaux. Donc, ils n'ont rien à prouver parce que c'est pas leur rôle. Donc, c'est tellement super que bon, eux, ils n'ont rien à prouver à la terre entière, contrairement aux mères qui se sentent vraiment, c'est comme si c'était une obligation, une mission. Ouais. Je suis mère, je dois savoir comment est-ce qu'on répond à des cris, à des pleurs, qu'est-ce que je fais quand il y a ci, quand il y a ça. Le père, quand il fait ses bonus, c'est vraiment du bonheur. Ouais. Et ça, c'est très important parce que les pauvres mères, elles donnent beaucoup plus. Et quand il est en difficulté, c'est mignon, limite. Il appelle à l'aide. Et il appelle à l'aide et va voir ta mère et puis c'est réglé. Donc ça c'est... Bien sûr, on bannit.
Voilà, bien sûr. déjà. C'est vraiment, je demanderai à ces messieurs de savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans l'éducation. C'est vrai que des fois, on peut pas aller les chercher, mais il y a toujours un petit moment où on peut mettre la main à la pâte, on peut faire... Il n'y a pas obligatoirement des tâches pour les femmes, pour les mères et pour les pères, mais on pourrait trouver sa place parce que c'est important et le lien se construit dès le départ parce que plus le lien est construit avec les deux parents, plus mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Alors, est-ce que c'est un problème d'autorité parentale? C'est-à-dire, je sais que vous, Amel, vous parlez de bienveillance. Oui, bien sûr. L'autorité bienveillante. Bien sûr. L'autorité, c'est vraiment cette, comme on le dit souvent, c'est la fermeté et la bienveillance, c'est-à-dire savoir dire non et en même temps, c'est-à-dire la fermeté, c'est le respect des règles, les mettre en place, parce que très souvent, moi, je reçois des parents en consultation, et ben quand on creuse un peu, il n'y a pas de règles. Les enfants ne savent pas ce qu'on attend d'eux, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qui est autorisé aujourd'hui n'est pas autorisé demain, ce qui a été possible le matin n'est plus l'après-midi. Donc mais pourquoi justement? Ça revient à cette histoire peut-être du démarrage de la vie de famille qui se construit sur les épaules de la mère qui est fatiguée, épuisée. C'est-à-dire que le métier de parent, c'est un métier qu'on découvre sur le tas. Et donc avant, on vivait avec des cellules familiales où il y avait les grands-parents, il y avait les parents qui donnaient des conseils. Maintenant, on se retrouve dans des familles coupées un peu de... Voilà, on est isolés. Donc, soit on va se mettre à apprendre et à lire et à comprendre le développement d'un enfant parce qu'on n'a pas eu 8 frères et sœurs sous les yeux en train de grandir. On n'a pas compris ce que c'était qu'un enfant. Et donc, il va falloir s'y mettre, apprendre et comprendre. Parce que c'est vrai que cette éducation de nos grands-mères et de nos mères, c'était des exemples. On voyait, on comprenait, on apprenait avec les petits frères, on apprenait plein de choses. Ce qui fait que quand on découvrait le rôle de la casquette maman ou papa, ben, il y avait des choses qu'on avait déjà acquises parce qu'on a un petit peu accompagné les petits frères, les petites sœurs. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à construire dès le début, apprendre à mettre des règles, apprendre à mettre des limites à l'enfant. Mais ce que vous dites semble, on va dire, clair. C'est une question de bon sens. Mettre des règles, apprendre à mettre des règles. Et pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi on a tellement de mamans en souffrance surtout? Pourquoi on a tellement de couples qui se déchirent à cause de l'éducation des enfants? Si vous permettez, je pose la question à Camélia, justement. Alors déjà, je reprends ce qu'on dit Sabrine et Amel, c'est que historiquement, effectivement, le rôle du père a changé, mais historiquement, le rôle de la mère aussi, on va dire, il est resté le même, mais les sollicitations sont différentes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, voire même la génération d'avant, celle de nos parents, il était complètement inadmissible qu'une mère puisse dire « je suis en épuisement maternel, je suis fatiguée, mes enfants me bouffent ». Parce que, justement, elles avaient 4 à 5 enfants, donc apparemment, elles géraient très très bien, mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant, il y avait des grands-parents qui étaient très présents, la cellule familiale était véritablement autour des nouveau-nés, que ce soit les grands-parents, les oncles et tantes. Aujourd'hui, la cellule familiale est complètement, on va dire, changée, a évolué avec les époques, et donc on se retrouve beaucoup plus démunis. On voit de moins en moins de mamans sereines. On les voit de moins en moins, même quand on les rencontre, même quand c'est des personnes qu'on rencontre pour la première fois, on voit cette fatigue émotive, émotionnelle. Plus encore, c'est qu'elles sont en décalage avec leur propre mère, qui, elles, ont eu 4 à 5 enfants et qui ont visiblement bien géré. Donc elles n'arrivent pas justement à comprendre comment ça se fait que leur fille, avec 1 ou 2 enfants de bambins, n'y arrive pas. N'arrive pas justement à les gérer, à gérer la maison, à gérer le mari en même temps. Donc tout est question de gestion, encore une fois. Vous voyez le terme, c'est même le terme qui gestion et management. Donc à croire qu'il faut avoir un master en gestion et management pour pouvoir gérer une maison. Donc là, encore une fois, pour revenir à la question par rapport au couple, oui, la répartition des rôles n'est pas toujours claire. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines mères qui justement vont s'accaparer tout le territoire de l'enfant. Psychiquement, cela s'explique. Il y a ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, parce que lorsque la maman a un enfant, elle sait répondre vite et bien aux différentes sollicitations de son enfant. Elle comprend les différents pleurs. Et elle sait si justement il a juste mal ou s'il a faim, s'il a envie juste de jouer, etc. Si je peux me permettre, Camélia, mais justement, ça aussi, ça frustre les papas. Parce que quand il veut, on va dire, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, quand il essaye d'aider, qu'est-ce qu'il entend? Non, tu sais pas faire. Non, tu vas lui faire mal. Non, tu comprends pas.
Et donc le père est frustré et il se met en retrait. Exactement. Et en même temps, c'est une position de confort. Exactement. Non, mais au bout d'un moment, il se dit, l'arrange. oui, bah, tant Après, qu'à faire, est-ce qu'on ne les pousse pas un peu aussi? Aussi, mais effectivement, Les hommes. effectivement, on les pousse parce que justement, la mère se dit que elle a le meilleur rôle pour pouvoir justement mieux comprendre et en même temps, il ne faut pas oublier qu'elle a un niveau d'exigence assez élevé par rapport à ses enfants. Il ne faut pas oublier que très souvent, moi, ce que j'entends dans le cabinet, c'est que si ses enfants sont bien, alors vous l'êtes roue. Mais si les enfants ont des difficultés, alors donc elle est dépositaire d'un certain rôle, d'une certaine mission de vie qui fait d'elle qu'elle travaille à l'extérieur ou pas, elle doit réussir cette mission parce que ce sont ses enfants à elle et à lui. Alors, mes enfants me bouffent, c'est notre sujet, notre premier sujet de discussion aujourd'hui sur le plateau d'On se dit tout avec nos spécialistes. On revient sur les solutions, bien sûr, qu'on en a pour vous, des pistes proposées par nos différentes expertes ce matin. Restez avec nous et puis n'oubliez pas aussi notre sujet santé à venir. Nous allons parler des fentes palatines avec le docteur Wafa Maradmi. À tout de suite. Mes enfants me bouffent, oui, vous avez le droit de le dire, les spécialistes vous cautionnent justement. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, certains parents peuvent être dépassés par les exigences de leurs enfants. Eh bien, on continue la discussion avec vous, Amal Hassoun. Merci d'être là, vous êtes formatrice certifiée en discipline positive. Sabrine Gdira, vous êtes spécialiste de la petite enfance et Camélia Zakaria, psychologue clinicienne. Allez, on va continuer sur les répercussions sur la vie de famille, justement. Amal avait évoqué ça tout à l'heure en donnant l'exemple du couple qui était au bord du divorce à cause justement de cet ado qui est ingérable. On va aller un peu plus dans le détail avec vous, Camélia, justement. Qu'est-ce que vous voyez en cabinet? Ce que je vois en cabinet, c'est premièrement, on va dire des mamans qui sont véritablement dépossédées de soi, dans le sens où elles sont dans l'abnégation la plus totale avec leurs enfants et en même temps qui ne sont pas reconnues dans leur fonction de mère. Elles sont épuisées, elles sont irritées, frustrées, mais aussi et surtout très honteuses et très dans la culpabilité par rapport à ce qu'elles font endurer à leurs enfants. C'est-à-dire que le soir venu, elles se disent « Mon Dieu, je les ai ». Donc les cris se sont transformés en fessées, la fessée s'est transformée en coup aussi. Donc toujours avec la promesse éternelle de se dire bah, « Qu'est-ce que j'ai fait bah, demain, ça sera différent ». Mais on se rend compte que justement le lendemain, c'est exactement le même scénario qui se répète, etc. etc. Donc elles arrivent justement avec un niveau de frustration et de culpabilité qui les amène très souvent à soit vouloir abandonner leurs enfants, à vouloir quitter le domicile conjugal, à vouloir se séparer du mari parce qu'à chaque fois on va se jeter la patate chaude parce qu'on n'a justement pas envie de se dire que je n'y arrive pas. La société ne nous permet pas encore une fois de pouvoir se dire honnêtement qu'on n'y arrive pas. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de le dire justement, mais oui, de demander de dire je n'y arrive pas? Oui, et de le reconnaître. Mais par exemple, si une épouse dit à son mari je n'y arrive pas, quelle réaction elle a en face? Très souvent, et justement je voulais y venir, c'est qu'à côté de tout ça, il y a une incompréhension générale. Quand on a un foyer, un conjoint et des enfants qui sont en bonne santé, on n'a pas le droit justement d'être malheureuse. Pas du tout le droit d'être dépassée. La société ne le permet pas. Ne le permet pas, exactement, mais je n'en ai que ça, comme on entend. Donc souvent, pouvoir se dire, effectivement, je n'y arrive pas, je suis arrivée à certaines limites, et ces limites sont telles que je commence à frapper mes enfants, l'agressivité est détournée contre eux, et je me rends compte que même mon enfant est devenu un propre agresseur. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que devant les coups d'un enfant, la mère se retrouve elle aussi à donner un coup. Et plus elle va crier, plus l'enfant se met à crier également. Donc on va se retrouver, elle est otage justement de cette relation, elle est dépossédée de soi, mais surtout, et aussi par rapport au conjoint, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un changement de statut. Elle n'est que la mère des enfants, elle n'est plus la partenaire sexuelle, elle n'est plus la femme, donc elle est dépossédée de plusieurs autres fonctions qui étaient là avant même d'avoir des enfants. Parfait. Alors Amal, justement, pour vous, ça dégénère, vous l'avez dit, au point d'avoir des parents qui sont prêts à divorcer. Donc, quand on vient vous voir, qu'est-ce qu'on vous dit? On vient vous voir pour ce problème ou c'est après la discussion, la première consultation que vous arrivez à comprendre que c'est une question aussi de gestion de règles?
Alors très souvent, dans le cas des ados et dans mes consultations, c'est des problèmes de résultats scolaires. Parce que les enfants sont en échec scolaire ou ils sont en refus d'aller à l'école ou voilà ces problématiques-là. Et donc là, ça devient encore plus dramatique parce que ça touche à l'avenir. À l'avenir. Il y a les addictions, les comportements à risque. Donc tout ça, ça amène les parents en consultation. Et bien sûr, dès qu'on creuse un peu, on voit toute la tristesse de la maman et des fois aussi du papa parce qu'ils n'y arrivent pas, ils se disent dépassés, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire, ils sont vraiment démunis, ils ont le regard de la société parce qu'un enfant qui sera déscolarisé, oulala, quel échec, un enfant qui refait son année, c'est terrible. Les parents luttent contre l'échec scolaire d'une manière incroyable et comme vous le disiez tout à l'heure, Camélia, c'est quand l'enfant, très souvent, quand le père travaille et la mère ne travaille pas, eh ben les mères sont responsables de la réussite ou l'échec de l'enfant. Donc vraiment, elles ont des comptes à rendre, et c'est une grosse pression. Et donc très souvent, elles se négligent, elles n'ont plus de temps pour elles n'existent plus en tant qu'épouse, elles n'existent plus. Elles pensent exister en tant que mère et l'ado lui envoie en plein figure t'es même pas ma mère et je t'aime pas et je te hais. Donc vraiment c'est des choses violentes pour les mamans. Bien sûr pour les pères aussi, ils s'en prennent pas mal à l'adolescence, même quand les enfants sont soumis. Mais si on établit des règles bienveillantes, pas strictes dans le mauvais sens du terme, mais si on a un carnet de conduite, on évite ce genre de dérapage? Alors je dirais quand il y a une écoute, quand il y a un dialogue, quand il y a quand on responsabilise les enfants de plus en plus tôt, ben forcément, on peut atténuer certaines choses, parce que tous les enfants ne sont pas en échec scolaire, tous les enfants ne sont pas. Ce que nous voyons, nous, en cabinet, c'est vraiment les cas extrêmes. Tous les parents ne sont pas en échec ou ne se l'avouent pas, mais vraiment, on voit aussi des enfants qui réussissent, des parents qui réussissent, et des parents, même quand ils sont en difficulté et qui consultent et qui suivent des séances de guidance parentale, et ben forcément, ils vont s'en sortir parce que des fois, comme vous l'avez dit, c'est du bon sens. Alors justement, on va aller vers le bon sens pour finir cette discussion avec vous, mesdames. Sabrine, comment rétablir les choses? Ce qui est bien à votre niveau, c'est que c'est la toute petite enfance. Donc on va dire que c'est très tôt. C'est très tôt. Alors, on peut rattraper le coup très vite. On peut rattraper le coup. Alors déjà, comme ce que disait Amel, je pense que la communication, la cohérence sont la base de tout. Mais si c'est aussi simple, pourquoi on n'y arrive pas? Vous savez, c'est un problème qui survient également dans le couple lui-même, même sans enfant. Parfois, moi je reçois beaucoup de couples aussi qui sont en situation d'échec, en situation de difficulté, et ils se reprochent mutuellement des choses. Et au final, quand on pose clairement la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'est capable de répondre. Voilà. Donc déjà, je pense que ce soit avec la petite, avec les enfants ou dans sa vie d'adulte sans enfant, je pense que la communication règle bien des choses et on oublie souvent d'utiliser cet outil qui est pourtant une arme fatale, j'ai envie de dire. Donc, en ce qui concerne la petite enfance, déjà, il faut savoir que quand un enfant dit non, c'est pas un tyran, il n'a pas envie forcément d'embêter sa maman. Il faut dire que les enfants, ils ne savent pas exprimer leurs besoins, leurs frustrations. Ne pas avoir peur d'un tout petit qui dit à sa maman « je ne t'aime pas ». C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. C'est pas grave. Il aimera quoi qu'il arrive. Déjà, en fait, il faut surtout pas sous-estimer l'intelligence d'un enfant, même tout petit. La manipulation. C'est-à-dire qu'il va manipuler la maman. Il sait très bien que un enfant, c'est pas bête. Si il dit à sa maman « je ne t'aime pas », si tu ne m'achètes pas le jouet et que ça marche à chaque fois, pourquoi est-ce qu'il ne va pas recommencer? Non, c'est tout à fait. Donc déjà, il faut savoir que quand il fait un caprice, tout de suite on se dit c'est un caprice. Non, peut-être qu'il y a un besoin, qui sont les besoins fondamentaux de l'enfant, donc dormir, se reposer, jouer, avoir des moments... Et presque se dire, je suis plus, moi en tant que mère, là pour aimer mon enfant qu'il n'est là pour m'aimer. On n'est pas dans la séduction. Là, on parle d'éducation pure et simple. C'est-à-dire que l'enfant fait un caprice, on va essayer déjà de comprendre ce qui ne va pas. Peut-être qu'il a besoin de quelque chose et qu'il suffit qu'on le comprenne, qu'on lui apporte. Parce que
Si on lui dit tu arrêtes tout de suite sans établir aucun dialogue, il y a deux possibilités. Soit que l'enfant va faire une plus grosse crise plus tard, soit que l'enfant va se renfermer sur lui-même, on pense qu'on a réussi, bon, il a arrêté son caprice, mais il va intégrer l'idée qu'il ne peut pas être dans le partage avec sa maman ou ses parents, il ne va pas pouvoir expliquer ce dont il a besoin, et c'est quelque chose qu'il va intérioriser, intégrer, et au moment de l'adolescence, où c'est le moment dont on a le plus besoin que cet enfant s'exprime et nous raconte pour qu'on puisse l'accompagner au mieux, et ben cet enfant aura intégré dès son plus jeune âge qu'il ne peut pas nous parler. Donc justement, avec vous Sabrine, c'est la communication. La communication. Très tôt, ne pas culpabiliser. Il faut être ferme. Il faut ne pas avoir peur de son son enfant lorsqu'il dit « Maman, je ne t'aime pas », ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. La règle qui était, si quelque chose est autorisé hier, et qu'il n'est pas plus autorisé aujourd'hui, il faut expliquer pourquoi. Il faut avoir une cohérence dans sa ligne de conduite. Les parents peuvent le commencer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, et surtout, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que si on n'a pas fait tout ça depuis que l'enfant est tout petit, on peut se réveiller un matin et changer les règles. Changer de règles et se conformer justement à sa prise de décision. Amal, avec vous, pour les plus grands, c'est plus compliqué peut-être pour les ados? Eh ben, oui, ça commence tôt, mais ouais, voilà, si par exemple les parents se retrouvent dans ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent changer de système de fonctionnement? Bien sûr, on peut toujours réparer et avancer. J'ai envie de rebondir sur quelque chose. Tout à l'heure, on a dit c'est simple, et pourquoi c'est pas aussi simple? Parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, alors nous avons quand même hérité d'un système de verticalité dans l'éducation. L'autorité avant n'était pas celle que nous avons, donc c'était beaucoup plus simple, et on n'a pas appris à communiquer avec et à dire nos sentiments, à les entendre, à les valider. Donc vraiment, apprendre autrement avec les ados, on peut, bien sûr, au début, ils sont un peu déstabilisés parce que j'ai des parents qui commencent avec l'adolescence de leurs enfants. Ça paraît compliqué, mais on y arrive. Voilà. Parce qu'il y a toujours des pistes des solutions. pour les parents qui nous regardent? Pardon, des pistes? Toujours, d'abord, apprendre à observer ce qui ne fonctionne pas, prendre soin de soi dans le burn-out, pour ce sujet, dans l'épuisement, c'est quand on ne sait pas prendre pour soi qu'on arrive à s'épuiser. Donc ne pas culpabiliser. Moi, s'il y a un mot un message que j'ai envie de passer aux parents, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est important pour donner aux autres, pour être en mesure de donner. Prendre un peu de recul vis-à-vis de cette situation. Prendre de la hauteur, prendre des moments pour réfléchir, prendre des moments pour se faire plaisir, prendre du temps pour son couple. Tout ça, c'est important pour donner. Camélia, pour vous, le message clé de cette émission? Sur la même lancée, ne pas oublier que les enfants peuvent vous mettre à bout de votre pratique, que vous soyez coach, puéricultrice, psychologue et même parent. Donc il ne faut pas oublier que justement... C'est quoi la manipulation? Non, ils ont beaucoup d'énergie et que nous, on se consume de l'intérieur. D'accord? Mais vous, les spécialistes, ils vous bouffent? Mais oui, on arrive à bout de notre pratique et justement la mission de parent ou de thérapeute ou autre est à réinventer au quotidien. Si j'ai un message à faire passer aux mamans aujourd'hui et aux parents de manière générale, c'est justement ne pas être honteux, ne pas culpabiliser. Mais surtout, lorsque je perds la mesure de la petite bêtise ou de la grande bêtise, il faut pas hésiter à aller consulter ou demander justement de l'aide. S'il y a des pistes, c'est justement aller vers des personnes qui sont de véritables réservoirs affectifs. Ne pas hésiter d'en parler, enlever ce tabou, cette levée d'inhibition pour pouvoir se dire... En parler à qui? À l'entourage ou aux spécialistes? D'abord à l'entourage. Oui, d'abord à l'entourage. Justement, si j'arrive à trouver une nuit attentive qui n'est pas dans le jugement, qui peut justement être dans la compréhension la plus totale, mais justement chercher de véritables personnes qui ont des réservoirs affectifs pour nous, pour que justement ma fonction de mère puisse se réinventer. Et ne pas oublier que il faut se réapproprier son corps de femme pour pouvoir être une bonne mère aussi, bonne au sens plus large. Ne pas avoir justement que cette fonction de maternante uniquement, alors que le rôle d'une femme ne peut pas se réduire uniquement à son rôle de maman. Et pour finir, il ne faut pas oublier justement que le mieux est l'ennemi juré du bien. Si vous faites déjà bien, c'est déjà excellent. Il n'y a pas de parents parfaits. Non. Voilà, on va s'arrêter là. Mesdames, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup de remonter le moral des téléspectateurs, des parents qui nous regardent, des mamans surtout. Je rappelle, Amal Hassoun, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes formatrice certifiée en discipline positive. Sabrine Gdira, merci beaucoup. Vous êtes spécialiste de la petite enfance. Et Camélia Zakaria, merci beaucoup. Merci. Vous êtes psychologue clinicienne. Quant à moi, je reste avec vous pour l'interview santé. À tout de suite.
Et on enchaîne tout de suite sur l'interview santé avec le docteur Wafa Mradmi, chirurgien plastique. Nous allons faire le point avec elle sur les fentes palatines plus communément appelées les becs de lièvre, une appellation aujourd'hui bannie par les professionnels. Bonjour madame, c'est un plaisir de vous avoir docteur. Merci beaucoup d'être là. Alors, les fentes palatines constituent en fait des malformations congénitales, donc de naissance, c'est dans le ventre de la maman que ça se passe, et qui peuvent concerner la lèvre supérieure, le palais ou les deux. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui se passe in utero dans la formation de ce bébé qui va ensuite donner un problème de fente palatine? Alors, pour résumer, pour ne pas utiliser des mots trop compliqués, entre la 5e et la 7e semaine de vie, il y a la formation des bourgeons faciaux. Bref, la face, en général, c'est comme si c'était des espèces de Lego qui se retrouvaient à un certain moment de la vie intra-utérine pour former les différentes structures de la face. Et ce qui se passe pour les fentes labio-maxillopalatines, souvent elles sont associées avec une division maxillaire également, donc il se trouve qu'il y a un défaut d'accollement de ces bourgeons. Les bourgeons, en général, on a un bourgeon frontal, on a des bourgeons maxillaires qui convergent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils convergent tous les trois, un vers du haut, de façon latérale, pour former le nez, la bouche, le palais et donc toutes les structures du visage. Ça, c'est d'un point de vue vraiment technique, oui. Technique. Alors justement, les gynécologues donnent de l'acide folique, de la supplémentation en acide folique, le fameux B9, à la femme enceinte. Mais est-ce que c'est efficace? Puisque vous dites, c'est vraiment dès les premières semaines de vie, à partir de la 7e semaine de vie, que cette malformation peut avoir lieu. Alors, bien évidemment, beaucoup d'études ont été faites pour justement trouver l'étiologie exacte, la raison exacte de la formation. L'acide folique est donné pour éviter cette malformation. Alors, justement, une des rares étiologies sur laquelle maintenant tout le monde est mis d'accord, c'est que justement il y a des carences alimentaires et notamment l'acide folique. Et c'est pourquoi actuellement, dès que l'on fait le diagnostic de grossesse, dès les premières semaines, on donne systématiquement du fer, puisqu'on le donne à toutes les femmes enceintes, ajouté à de la vitamine B9, donc de l'acide folique. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on incrimine, comme la cigarette, donc fumée pendant la grossesse, la prise de certains médicaments, comme des médicaments antiépileptiques, donc l'alcool pendant la grossesse. Mais tout ça, ça reste pour le moment encore des spéculations, des hypothèses scientifiques, mais qui ne sont pas confirmé. Tout, même la supplémentation? Non, la supplémentation, on a mis le doigt dessus, d'accord, en disant que la carence en vitamine B9, d'accord, on a étudié les populations, d'accord, porteuses, parce qu'il y a parfois des populations porteuses de fentes labio-palatines, exactement, et donc on a identifié l'acide folique, donc la vitamine B9. Donc peut-être, on passe aussi, vous n'êtes pas gynécologue, vous êtes chirurgien plastique, vous soignez cette malformation, mais vous êtes médecin, et vous pouvez passer l'information. Peut-être que le mieux, c'est de préparer la grossesse en amont. C'est-à-dire, quand on a un désir d'enfant, en parler à son gynécologue et commencer la supplémentation 2-3 mois à l'avance. Écoutez, déjà... Pour constituer une réserve. Tout à fait. Mais au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse, il n'y a pas que les fentes labio-palatines, bien sûr, qui peuvent donc avoir lieu. C'est la grossesse et particulièrement la vie en général, il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc ça empêche beaucoup de choses qui peuvent se produire par la suite, ne serait-ce que du point de vue santé. Mais effectivement, comme le fer, comme toutes les gynécologues donnent le fer, il faut effectivement que les gynécologues, quand ils commencent à suivre les femmes, qui sont parfois, elles viennent juste de se marier, qui prennent donc juste un conseil gynécologique, de les conseiller de manger correctement et donner l'information. Ce n'est pas quelque chose de cher, ça pourrait même être distribué dans les centres de santé gratuitement. On sait très bien qu'une grosse partie de la population n'a pas de suivi donc obstétrical jusqu'à l'accouchement, d'accord. Et donc chez ces femmes-là, surtout dans les contrées un peu reculées du Maroc, dans les montagnes, dans les villages, etc., commencer ça ne veut pas dire que si on prend une supplémentation en acide folique, on n'aura pas de fente labio-palatine. Mais c'est de la prévention. Voilà, c'est de la prévention, effectivement, c'est une prévention primaire. Et parce qu'à côté de ça, il y a aussi des cas familiaux que l'on a retrouvés, d'accord. Il n'y a pas de notion héréditaire
Donc c'est pourquoi les gens ont peur quand ils ont un enfant, en disant est-ce que le deuxième aussi aura ça. Donc il n'y a pas de notion claire héréditaire, mais il y a des cas familiaux. Il y a des fratries, il y a le grand-père et le petit-enfant, il y a le père et l'enfant. Donc il y a des... Comme à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des formes syndromiques. Ces maladies sont inscrites dans le cadre d'autres maladies plus complexes, d'accord? Et ça, c'est encore plus grave, elles associent d'autres malformations. Absolument. Donc, on va voir par rapport à cette malformation, est-ce que c'est uniquement ce que nous, on voit, ce qui est visible, ce qui est à l'extérieur, ce qu'on appelle, je sais que pour vous les spécialistes, le terme, l'expression est interdite, mais voilà, le bec de lièvre, c'est ce qui est visible. Est-ce que c'est la malformation s'arrête là? Alors, j'ai souvent l'habitude de comparer les fentes labiopalatines, qui est une pathologie extrêmement complexe, à un tremblement de terre. Et tremblement de terre, vous pouvez avoir la petite secousse qui n'est perçue par personne, d'accord? Que peut-être seuls les spécialistes ont vu un petit tracé, d'accord? Ceux qui sont tout le temps en train d'étudier, donc les mouvements de terre, etc., qui la ressentent. C'est-à-dire personne ne la ressent jusqu'au cataclysme 9 sur l'échelle de Richter, qui donne des dégâts impressionnants, qui peut décimer des régions entières. C'est comme ça les fentes labiopalatines. On peut aller de la malformation qui n'est même pas détectée. D'accord. D'accord, vraiment même pas détectée. Parfois, vous savez ce qu'on appelle ici les crêtes filtrales, ces deux petites colonnes qui relient la bouche, donc au nez. On peut avoir une espèce vraiment de transparence. Les gens ne voient absolument pas. C'est ce qu'on appelle les formes microformes, d'accord? Ce sont une petite forme, on va dire quasi pas détectable. C'est aussi une forme de fente labiopalatine. On a un schéma, justement. Voilà, exactement. Donc au niveau de la crête filtrale, on peut avoir juste un petit dédoublement là-bas, que les gens prennent parfois pour des cicatrices, des choses comme ça. Ça ne cache rien à l'intérieur? Non, il faut examiner, il faut toujours examiner. Alors jusqu'à la fente complète, bilatérale, labio-maxillopalatine, c'est-à-dire à ce moment-là, le nez, la base du nez est divisée, la lèvre est divisée en deux, le palais est divisé et l'os est divisé en deux. D'accord. Donc ça va jusqu'au... Il faut toujours examiner quand il y a une fente labiale, il faut toujours examiner toute... Donc à la naissance. Oui, à la naissance, bien évidemment. Il y a même des fentes palatines qui sont passées inaperçues parce que quand les parents ou même le pédiatre, quand le pédiatre examine le palais, il est fermé complètement. Oui. Mais ce qu'on appelle les fentes palatines sous-muqueuses, d'accord, il faut vraiment voir, examiner avec une torche, etc. Mais comment ça peut passer inaperçu alors que ce bébé est né avec une malformation? Oui, parce que alors là, la malformation est interne? Alors là, non, là je ne veux pas inquiéter, c'est extrêmement rare. Parce que oh là là, les pédiatres passent à côté de formations palatines. Non, voilà, il faut pas passer de non, pas du tout, nos pédiatres sont compétents. Pas du tout. Non, mais je vous dis que il y a des fentes palatines, d'accord, qui existent. Et quand est-ce qu'on le sait parfois plus tard? C'est quand il y a un petit souci, quand l'enfant commence à parler. Les prononciations, les sons ne sont pas clairs, etc. Et là, on va voir un spécialiste de la phonation, d'accord? Et donc, c'est là où ce spécialiste, les orthophonistes, qui sont... Tout à l'heure, je pense qu'on va parler de toute l'équipe multidisciplinaire qui doit suivre un enfant qui a une fente labiopalatine, et il le détecte et l'envoie à ce moment-là chez le spécialiste. On va revenir au sujet. Quel est l'impact sur l'enfant, sur son développement? Alors, écoutez, déjà, il y a un impact psychologique sur les parents. Oui. La venue au monde, la naissance est censée être un événement heureux. Cet enfant vient au monde. Alors souvent, encore, il y a un diagnostic anténatal qui peut être fait parce que maintenant les obstétriciens font les diagnostics donc de fente en intra-utéro. Si vous voulez, on peut aborder le sujet plus tard. Et donc cet enfant naît. Et vous savez, le visage est la première carte d'identité. D'accord, c'est la première carte visite que l'on présente au monde dès que l'on vient. Et il est censé être normal, d'accord, avec tout ce que suppose la normalité. Et donc cet enfant vient au monde et il y a un petit souci, d'accord, visible. Ce qui n'est pas souvent le cas. Parfois il y a une fente palatine complète et il n'y a pas de fente de lèvres. D'accord. C'est pourquoi les formes, il y a des centaines et des centaines de combinaisons, enfin centaines peut-être j'exagère, mais il y a plusieurs combinaisons d'associations de malformations. Et donc d'abord il y a un retentissement psychologique. Il faut expliquer aux parents que ça se résout, qu'il n'y a aucun problème, que c'est compatible avec une vie normale, qu'il y a La prise en charge, ça se fait très vite? Alors la prise en charge doit se faire très vite, ne serait-ce que psychologique. Psychologique, mais aussi parce que lorsque la fente est palatine, au niveau du palais, ça empêche le bébé de bien s'alimenter. Tout à fait. Il y a des risques d'étouffement. Exactement. Il y a surtout des risques de dénutrition parce que le lait qu'il boit, qu'il soit au sein ou qu'il soit donc au biberon, ressort par le nez parce qu'il n'y a plus, quand il y a cette communication qui est ouverte, donc ce palais, ce toit qui est entre la bouche et le nez n'existe pas, le nez, donc le lait ressort par le nez. Donc la première intervention devrait se faire le jour même de la naissance? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des malformations, effectivement, de l'enfant qui doivent être prises dans l'heure
douleur qui suit, d'accord, parce qu'elles peuvent conduire à la mort donc du bébé si ce n'est pas le cas des fentes labiopalatines, d'accord. Un bébé, d'accord, qui a une fente labiopalatine, même la plus complexe qui soit, d'accord, il suffit de lui donner donc des conseils hygiéno-diététiques, d'accord, aux parents pour pouvoir assurer une alimentation correcte, ok, pour que l'enfant puisse prendre du poids suffisamment pour supporter l'anesthésie. Parce que vous savez, un chirurgien qui opère un nouveau-né, parce qu'on parle de nouveau-né, là, de nouveau-né, n'opère un nouveau-né que si vraiment la vie. Dans les anesthésistes, il y a une anesthésie à faire, etc. Donc, il y a maintenant des tétines particulières, il y a des biberons particuliers, il y a des plaques que l'on peut installer pour, donc, artificiellement alimenter le temps que l'enfant soit prêt pour son protocole chirurgical. Alors, le protocole chirurgical, c'est justement une seule intervention ou plusieurs interventions nécessaires? Tout dépend de la malformation. Et à partir de quel âge? Alors, tout dépend de la malformation. Il y a des centres, d'accord, notamment en Europe, aux États-Unis, qui commencent la chirurgie labiale quand la lèvre donc est la lèvre est touchée, le premier mois de vie. D'accord. Le premier mois de vie. Quand c'est uniquement la lèvre. Non, même quand c'est une lèvre associée avec un palais, etc. Donc ils démarrent parce qu'ils savent que psychologiquement, les parents parfois ne montrent même pas leur enfant, ça on va y revenir tout à l'heure, ne montrent même pas leur enfant porteur de fente parce que on ne veut pas le montrer, on en a honte, etc., etc. Ici au Maroc, on prend en charge les enfants au niveau donc de la lèvre entre 3 et 6 mois. On ne se précipite pas, d'accord. On ne se précipite pas. On attend que l'enfant un peu plus de poids, qu'il puisse supporter donc cette anesthésie. Il suffit de voir les parents très régulièrement, les rassurer, bien évidemment, leur montrer des photos de avant-après, leur montrer regardez. Il y a des campagnes d'ailleurs, il y a plusieurs campagnes, exactement, tout à fait, desquelles je suis particulièrement fière parce que j'en fais partie, d'accord. C'est les campagnes Opération et Opération Smile, exactement, tout à fait, qui ont vraiment réussi à donner l'information et les gens savent maintenant qu'on peut être pris en charge, etc. Au-delà du gratuit, ils savent que ça se répare. C'est surtout ça le plus important parce que les gens gardaient leur enfant enfermé. Il y a un suivi qui est nécessaire ensuite par un orthophoniste? Oui, alors bien évidemment, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les fentes labiopalatines et c'est plusieurs médecins, plusieurs spécialistes. Alors du côté déjà chirurgical, il y a plusieurs chirurgiens qui peuvent assurer la chirurgie des fentes labiopalatines. Il faut juste être formé pour, donc les chirurgiens pédiatres, les plasticiens, les maxillofaciaux ainsi que les chirurgiens ORL. Tous ces chirurgiens, théoriquement dans leur cursus, ont appris à faire des fentes labiopalatines. Est-ce que toutes ces interventions sont traumatisantes pour l'enfant? Traumatisante du point de vue, c'est-à-dire agression physique, psychologique. L'enfant, le nourrisson, à 3 mois, 6 mois, ne se rend même pas compte de ce qu'il a. D'accord? Donc c'est pourquoi c'est à cet âge-là qu'il faut les ramener pour les opérer. Et non pas, parce que parfois, vous savez, on a reçu, lors de nos campagnes, justement, puisque vous en parliez, nous avons reçu des adultes avec des fentes labiales, jamais opérés. Alors, mettez ça sur le compte de l'ignorance, le manque de moyens, le manque d'accès, etc. Oui, fort heureusement, c'est rattrapable, fort heureusement. Il y a des gens qui sont venus à 60 ans dans certaines campagnes et qui avaient des fentes, qui s'étaient mariés avec leurs fentes et qui avaient des enfants. Non, c'est rattrapable. Après, ça dépend de la type de la fente, c'est surtout la lèvre, elle est rattrapable. Donc, vous avez passé beaucoup de messages positifs, Dr Maradmi, beaucoup de messages aussi positifs pour le côté psychologique des parents. Ça, c'est très important. Je vous remercie énormément pour votre intervention avec nous dans On se dit tout. Au plaisir de vous retrouver. Merci infiniment. Et bon retour sur Agadir. Merci beaucoup, Dr Wafa Maradmi, chirurgien plastique. Quant à moi, eh bien, grand merci, bien sûr, à tous les intervenants, que des intervenantes ce matin, que des femmes. Et puis, un grand merci à vous, chers téléspectateurs, et à toute l'équipe qui m'accompagne à Tanger, à Rabat pour la production, diffusion, réalisation de cette émission. À très vite.